Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. La moitié des techniciens de la Maison de la Culture se disent prêts à partir en grève le 30 juin si aucun accord n'est trouvé d'ici là. L'inquiétude grandit chez les groupes du Heiva alors que les soirées de concours s'ouvrent le 3 juillet avec notamment Hey Tahiti. Manque de médecins et de soignants partout, à l'hôpital et dans les structures périphériques. Plus de médecins au centre médical de Mahaena. Manque de personnel également à Taravao. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme une nouvelle fois. Et pour en parler, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, est notre invité ce soir. Avec lui, nous évoquerons aussi le TEPSCAN qui sera inauguré demain. Pas de fête de l'autonomie devant la stèle du même nom, parc Aufei. Problème de calendrier, tout le parc est réservé pour l'accueil de Hokulea, estrade et gradins compris. Pour les autonomistes, il s'agit d'une manigance politique. Ils ont choisi un autre lieu donc. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur l'année de règne de Miss Tahiti 2024. Temanava Domingo s'apprête à raccrocher son écharpe, mais elle garde les causes qui lui tiennent à cœur, comme la jeunesse et la santé mentale. Nous parlerons Miss avec Frédéric Gilbert, président de la société Miss Tahiti, Miss France et producteur de l'émission Miss France. Il préside le jury de Miss Tahiti 2025 demain soir et il nous dira ce qui a changé depuis dans toutes ces élections de beauté. Merci d'être avec nous. On commence donc avec le préavis de grève du syndicat de la fonction publique, la FRAP. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective le 30 juin à la Maison de la Culture, 3 jours avant l'ouverture du Heiva. Pour Hey Tahiti, qui doit ouvrir les festivités, c'est l'inquiétude. Ismaël Tayata, Teiva Ribé. Lumières et sons n'ont plus de secret pour eux. Sur scène, ils ne font pas le spectacle, ils le réalisent. Et des heures de jour comme de nuit qui n'en finissent pas. Les techniciens de TFTN n'en peuvent plus. Un préavis de grève a été déposé le 23 juin dernier. C'est un service dont les salariés sont en souffrance depuis des années. Ils ont des conditions de travail absolument ahurissantes. Et puis là, ils sont vraiment à bout de force, à bout de nerfs. Sur les 95 techniciens de TFTN, 50 sont prêts à se joindre au mouvement de grève. 14 ans de bons et loyaux services pour tout arriver et aucune évolution professionnelle possible pour l'instant. Depuis que je suis là-bas et même depuis, je vais dire, la création de TFTN, il y a énormément d'agents qui n'ont pas été revalorisés. Bon, nous sommes conscients que nous prenons un peu en otage les groupes de Heiva et on s'en excuse. Mais c'était le moment voulu pour justement nous faire entendre. Cette menace de grève risque fortement de modifier le programme du Heiva Tahiti 2025. La cérémonie du Rahiri est prévue le 3 juillet avec en ouverture le groupe Hey Tahiti et 8 victoires au Heiva depuis 2005. Alors ça fait mal d'abord financièrement parce qu'on a les commandes de fleurs qui doivent arriver le lundi 30 juin, jour à laquelle la grève sera prononcée normalement si jamais les accords ne sont pas trouvés. Et puis derrière ça, c'est aussi toute une troupe qui s'est préparée, c'est-à-dire que j'ai des étrangers qui sont sur le territoire exprès pour cette compétition et qui partiraient après le 9 juillet, voire même plus tôt. La navigation, c'est le thème retenu cette année par la troupe de Thierry Trompette. Hey Tahiti, c'est 216 personnes, danseurs, danseuses, musiciens, choristes et un budget de 11 millions de francs pacifiques. Voilà, et la FRAP et le gouvernement doivent se rencontrer demain après-midi pour discuter. On parle santé à présent et du manque chronique de personnel médical dans tous les hôpitaux et dispensaires. Parfois, c'est une question de budget, mais même lorsque des postes sont créés et budgétés, ils ne sont pas toujours comblés. De nouveaux locaux et un bon salaire ne suffisent pas toujours à rendre le secteur attractif. Explication Nicolas Suire, Rohan Potoulou. À l'hôpital de Taravao, les personnels se disent épuisés. Ils sont de moins en moins nombreux à leur poste, car, selon les syndicats, il manquerait 6 aides-soignantes, 8 ambulanciers, 4 infirmiers et 2 médecins, entre autres. Au total, 23 professionnels de santé. L'épuisement aboutit à des arrêts maladie, engendrant une charge de travail 2 fois plus forte pour ceux qui restent. On a beaucoup d'insup à faire parce que le personnel est fatigué par manque de création de postes. Et sur nos jours de repos, on revient
pour combler le manque d'effectifs en personnel soignant. Au tout nouveau dispensaire de Mahaina, il ne reste plus que des infirmiers et un dentiste itinérant. Le médecin a déserté les lieux au bout de même pas 2 mois. Dommage pour les habitants de la côte Est. C'est mieux là que marcher qu'aller à Mahaina ou Papeete, quoi. Parce que là, aujourd'hui, tu vas où? Pour aller voir ton médecin? C'est Mahaina, logiquement. Mahaina, sinon Papeete, maman, voilà. Ça fait loin. Ça, c'est loin. Quant à l'hôpital de Taoné, malgré les créations de postes, le personnel manque toujours, car les conditions de travail sont peu attractives. Rien qu'aux urgences, 8 postes ne seraient pas pourvus. Il y a des autres systèmes finalement où ils travaillent finalement moins, ils sont moins soumis à cette charge de travail. Donc c'est ça qui fait qu'on doit être attractif et surtout on doit s'aligner par rapport aux autres territoires. Ce n'est pas une demande qui émane que de notre position à nous. C'est que si on ne s'aligne pas, on n'est pas attractif. Si on n'est pas attractif, on n'a pas de ressources. Et je parle au niveau médico-soignant, j'inclus aussi toutes les professions paramédicales. L'hémorragie de personnel continue dans les établissements de santé de Polynésie française, y compris parmi les natifs du pays. Même les jeunes ne sont pas attirés. À terme, la survie du système de santé local pourrait être remise en cause. Et pour en parler, le ministre de la Santé, Cédric Marcadal, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, la situation est tendue dans toutes les structures de santé. Vous travaillez justement actuellement sur de nouveaux contrats. Comment rendre le secteur plus attractif? Ça passe par quoi, par exemple? C'est une vraie difficulté. On a perdu 15 millions de médecins dans le monde. Il y a une compétitivité qui se fait entre tous les territoires. Il faut montrer que la Réunion paye quasiment 3 fois plus cher que chez nous. Et que quand vous arrivez, vous avez la voiture, le logement et quasiment un travail pour vos enfants. On n'est pas encore à ce niveau-là, nous, de proposition, puisque notre statut date de 1995, il n'a pas évolué depuis. Donc on a un vrai travail de fond qui est mis en place avec les professionnels de santé et les professionnels hospitaliers pour faire évoluer leur situation. Et ça passe pas forcément que par le salaire? Non, ça ne passe pas forcément que par le salaire. Les logements, la politique de logement, on l'a mis en place depuis qu'on est arrivé. On a mis 120 millions quasiment chaque année pour construire de nouveaux logements partout. À Nuku'hiva, on a construit 6 logements en quasiment 3 mois. Il faut continuer à appliquer cela dans les endroits où ils ont des difficultés à se loger pour rendre attractifs nos îles. Mais après, sur Tahiti, il faut aussi trouver d'autres solutions, les gardes, revoir les temps d'horaire et le temps partiel, faire du public-privé. C'est tout le travail qui est mené dans le cadre des établissements publics de santé qui passera bientôt à l'Assemblée. Alors en attendant, il y a une question de la représentante Pascale Haïti-Floss aujourd'hui justement en séance. Elle donne l'exemple d'une patiente qui aurait vu 11 oncologues en 7 mois. Comment est-ce qu'on peut assurer sereinement la continuité des soins dans ce contexte-là? On parle bien de continuité des soins. On est obligé de faire travailler de nouveaux professionnels chaque fois avec des contrats spécifiques. Les oncologues, c'est en plus la denrée la plus rare que l'on ait, avec une augmentation du nombre de cancers chaque année. Donc il faudra, et je suis appuyé par le ministère de la fonction publique, continuer à recruter dans des catégories particulières ces oncologues, et puis dans le cadre du statut des professionnels hospitaliers, mettre à niveau les rémunérations et les conditions de travail pour qu'elles soient adéquates. Alors demain sera inauguré le TEP-scan à l'hôpital du Taoné. Il est très attendu, il a 6 mois de retard sur le calendrier. Il permet de réaliser des images médicales dans le traitement des cancers, mais il n'y a pas de cyclotron. Alors sans rentrer dans les détails techniques, c'est un peu comme une voiture qui n'aurait pas de moteur, donc il sera opérationnel que sur certains cancers, et en l'occurrence les cancers avancés de la prostate. Est-ce que ça veut dire que les EVASAN vont vers la Nouvelle-Zélande, en l'occurrence vont se poursuivre pour les personnes qui ont besoin d'un TEP-scan? Alors, le TEP-scan, on a la chance d'avoir un TEP-scan très performant, parce que tous les territoires n'ont pas le même. On a augmenté la capacité de ces TEP-scans dans le cadre de la convention État-Pays. On va commander le cyclotron. On est en train de se faire la main pour pouvoir gérer quand même 10% des cas de cancer. Il y aura encore la possibilité d'être évassané pour faire des TEP-scans sur d'autres pathologies que la prostate. Et une fois qu'on aura reçu ce cyclotron, ça sera dans un deuxième temps, il sera commandé l'année prochaine. On va faire une structure tout autour pour pouvoir l'installer.
Une dernière question rapidement. Où en est l'ouverture de l'Institut du cancer dans la Rotonde et aussi le pôle de santé mentale? Alors le bâtiment, le renforcement du bâtiment sera fini en octobre, comme annoncé. Après, il faudra faire les murs et installer les gens. C'est la deuxième étape que nous devons mettre en place. Puis, en ce qui concerne le pôle de santé mentale, il est en cours de finalisation. Il y a les corps formations à voir. Il y a encore quelques petits travaux, mais le projet avance bien. Il y a une date ? D'ici là, je ne me risque plus aux dates dans le BTP parce que de temps en temps, je suis surpris. Merci Cédric Mercadal d'avoir été avec nous ce soir. On retiendra donc que le TEP-scan qui sera inauguré demain pourra prendre en charge 10% des patients atteints de cancer en attendant l'arrivée donc du cyclotron. Merci. Tout à fait. Merci. En politique, la séance administrative à l'Assemblée a été le théâtre de tensions dans les couloirs. En marge de l'examen des collectifs budgétaires, les autonomistes déplorent voir leur célébration du 29 juin déplacée, contraint et forcée. La stèle de l'autonomie dans le parc Paofei ne sera pas accessible en raison de l'arrivée des pirogues à voile hawaïennes, explique la présidence. Mais pour le clan autonomiste, ce n'est ni plus ni moins qu'une manœuvre politique. Suliane Favnek et Jérôme Lee. Déposer une couronne au pied de la stèle de l'autonomie. Cette image, vous ne la verrez pas cette année. Le site est réservé de longue date à l'arrivée d'Hokulea ce samedi. Le parc est donc indisponible pour accueillir les célébrations du 29 juin. On n'a pas la certitude que l'ensemble des dispositifs qui seront placés pour l'accueil de Hokulea, des chapiteaux, des estrades, etc., pourront être démontés à temps pour le 29. Si on arrive à tout démonter le 28, nous pourrons disposer du parc. La mairie de Papeete a demandé le site le 10 juin, Hokulea le 17 mars. Quoi qu'il en soit, pour le Tapura, ne pas laisser le lieu est un acte politique grave et cache une autre volonté. Nous ne sommes pas des gens compliqués. Nous venons avec nos micros et nous venons avec quelques chaises pour les personnes âgées et nos drapeaux, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de logistique. Vous avez bien compris que tout cela est une manigance. Monsieur Moïté Broderson veut rayer du calendrier polynésien le 29 juin, c'est tout. Après la suppression du 29 juin comme jour férié, cette décision a un goût amer pour la compagne du père de l'autonomie. S'il y a un lieu où on doit se recueillir, où on doit commémorer, où on doit se souvenir de comment ce pays s'est développé, c'est sur cette stèle. Et cette stèle, elle est importante. Malencontreux problème de calendrier d'un côté, manigance de l'autre, le maire de Papeete, lui, temporise. C'est dommage, mais bon, je comprends aussi, il faut bien recevoir Hokulea. Hein. Donc les moyens sont mobilisés pour recevoir Hokulea. Nous aussi, on est attachés à Hokulea. Le Tavana recevra la cérémonie de l'autonomie dans les jardins de la mairie de Papeete, dimanche à partir de 14h. En bref, le parquet fait appel de la relaxe du maire de Mahina, Damastewira, et de 7 conseillers municipaux. Une information de nos confrères de Radio 1. Ils avaient été relaxés le 10 juin dernier des faits de détournement de fonds et prise illégale d'intérêt suite à un déplacement en Nouvelle-Zélande. J-1 avant l'élection de Miss Tahiti 2025. Après une année de représentation, d'engagement et de rencontres, Temanava Domingo s'apprête à passer le flambeau. La Miss Tahiti 2024 vit ses derniers jours de règne. Retour sur une année intense avec Turouru Gerard et Dylan Fels. Miss Tahiti 2024 est le numéro 5. C'était il y a un an. Son nom résonnait sur la scène de Miss Tahiti. Temanava Domingo était sacrée reine de beauté. 12 mois plus tard, l'émotion est toujours présente. Pour clore ce règne, une salsa en compagnie du célèbre danseur de Danse avec les stars, Christophe Licata, venu spécialement de l'Hexagone avec sa femme Coralie. Un cadeau pour Miss Tahiti 2024. J'ai toujours aimé Danse avec les stars. J'aime beaucoup cette émission. J'adore la danse, j'adore la salsa. Et de danser avec Christophe Licata, c'est incroyable. On a eu 2 heures pour faire la prestation qu'on va devoir faire. Mais ça, je vais dire, j'ai l'habitude, puisque je fais de la télé depuis 14 ans maintenant. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et c'est souvent là qu'on arrive à avoir des prestations magiques. Elle a été de super bonne volonté. Je pense qu'elle a la danse dans le sang. Hein. Ses hanches, tu mets la musique et ça bouge tout seul. Donc ça a été assez simple, on va dire. C'est une personnalité qui est solaire et souriante. C'est désormais un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la jeune femme de 23 ans. La Miss Tahiti veut se consacrer à des projets qui lui tiennent à cœur, la jeunesse, le bien-être et la santé mentale. Pendant son règne, Temanava a lancé des ateliers pour aider les femmes polynésiennes à gagner en estime de soi. Son règne en 2 mots, rencontre et transformation.
C'est dingue de se dire ça, c'est assez incroyable parce que même là aujourd'hui quand je croise d'autres Miss Tahiti, j'étais avec Reipo et Adams il n'y a pas longtemps, Rava Meyari, et je suis toujours en admiration de ces femmes, son ancienne Miss, mais Miss Tahiti un jour, Miss Tahiti toujours, et dans 20 ans je me dirai ça également, donc voilà, très, très heureuse de faire partie de cette famille et le meilleur pour notre future reine de beauté. Sur ces mots bienveillants, qui succédera à Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024? Réponse demain soir, vendredi 27 juin, en direct sur Polynésie la Première. J'aime trop mon diadème, moi. Et Temanava Domingo sera l'invité café demain matin en radio à partir de 7h10. On continue de parler Miss avec Frédéric Gilbert. Bonsoir. Yaorana. Vous êtes le président de la société Miss France et producteur de l'émission Miss France, président du jury Miss Tahiti également. Vous ne faites pas toutes les élections régionales. Pourquoi est-ce important pour vous d'assister à l'élection de Miss Tahiti ? C'est incontournable, Tahiti, c'est une élection incroyable. Moi, j'ai découvert en vrai l'année dernière pour la première fois et j'ai pris tout simplement une claque. Le spectacle est incroyable, les candidates font un show incroyable. Il y a un engouement ici qui est juste extraordinaire. Donc, j'avais envie de réitérer l'expérience et de revenir à Tahiti cette année. Alors les critères pour Miss France ont beaucoup évolué puisque la Miss Tahiti qui sera élue demain y participera au mois de décembre. Il n'y a plus de limite d'âge, elles peuvent être mères, les femmes transgenres peuvent participer, les tatouages sont désormais autorisés. En revanche, il y a toujours des critères interdits comme la chirurgie esthétique, les photos dénudées, la consommation d'alcool et de tabac en public. Ça révèle des vocations, ces nouveaux critères ? On le voit avec Angélique, qui a gagné Miss France cette année, notre Miss France 2025, qui a donc 34 ans. Et il y a 2 ans, la limite d'âge était à 25 ans, donc elle n'aurait pas pu participer. D'ailleurs, son histoire est assez intéressante, puisqu'elle s'était présentée une première fois à Miss Martinique, elle avait fait première dauphine. Et puis malheureusement, le temps a passé et elle n'a pas pu se représenter, puisque cette limite d'âge existait. Et puis il y a 2 ans, quand on a décidé de faire tomber cette dernière barrière, elle a décidé de se représenter. Et preuve en elle a été élue, elle a gagné. Donc oui, on a des candidates plus âgées maintenant qui se présentent dans les élections régionales. Alors les tatouages sont peut-être un petit peu plus grands. Sylvie Tellier aimait bien que ça soit pas plus grand qu'une pièce de 2 €. Aujourd'hui, on a des tatouages qui prennent un peu plus de place. C'est un concours qui évolue avec le temps. Il faut qu'il évolue avec le temps. Oui, justement, qu'est-ce que ça dit de ces concours de beauté en 2025 ? Il y a 20 ans, on était beaucoup dans un concours de beauté basique, vraiment axé sur la beauté. Je pense que les candidates prenaient un peu moins la parole, ou en tout cas étaient moins questionnées sur des sujets de société. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut être aussi le reflet d'une jeunesse, la jeunesse qui regarde Miss France beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui a une vraie proximité avec les Miss France. Donc il a fallu évoluer vers des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus accessibles. Et donc du coup, les candidates aussi changent. C'est les candidates qui font changer aussi le concours, beaucoup. Miss Tahiti et Miss France, c'est un show ou c'est aussi un symbole finalement ? Les deux sont un symbole. Les deux sont un symbole. Il y a un show, évidemment, on le voit sur les images. D'ailleurs, je tiens à féliciter toutes les équipes de Léana Faugera qui fait un travail incroyable. Mais ce sont des symboles. Moi, j'ai toujours considéré que les Miss étaient des porte-paroles. Elles ont justement cette opportunité, un soir, elles ont la lumière sur elles, leur vie change pendant 1 an. Et elles ont une parole, vous leur donnez la parole dans les médias, elles ont la parole sur les réseaux sociaux, elles peuvent défendre des causes extrêmement importantes. Certaines s'engagent contre le cancer, d'autres sur la maltraitance. Notre Miss France d'il y a 2 ans, c'était le harcèlement sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Et du coup, ce titre fait aussi qu'on les écoute et qu'on leur donne cette parole, donc c'est important. Rapidement, une dernière question, puisque l'élection se déroulera en extérieur demain soir. Les prévisions météo sont incertaines. Si jamais il pleut, qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, s'il pleut, on en a discuté avec Léana. Il y a potentiellement un décalage à samedi soir. Je pense qu'il faudrait qu'il pleuve vraiment beaucoup. Il y a déjà eu une élection il y a quelques années qui s'est passée sous la pluie et au final, il y a eu une couronne qui a été distribuée à la fin et tout s'est très bien passé. Donc, on va croiser les doigts. Tout va très bien se passer demain soir. Voilà, et on rappelle donc que la Miss Tahiti qui sera élue demain soir ou au pire samedi soir participera bien sûr à Miss France au mois de décembre. Merci Frédéric Gilbert d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.
Du spectacle, il y en avait aussi lors de l'événement organisé par les 6 écoles de la capitale avec leurs activités dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité tenu tout au long de l'année. Les élèves de 6 à 12 ans ont présenté un musée éphémère, de la danse, un spectacle de marionnettes ou encore un orero dans la salle Maconena de Papeete. L'accompagnement à la scolarité est mis en place depuis la rentrée 2024 après les heures de classe. Les précisions d'Agathe Terré, référente des actions événementielles. Elle répond à Céline Flezin et Dylan Fels. C'est plutôt axé sur la culture polynésienne. Ils vont voir du otea, ils vont voir du aparima, il y aura aussi des marionnettes et les enfants vont faire de l'art oratoire. C'est important que ça soit lié à la culture polynésienne parce que ça fait partie de nos origines et surtout ça permet aussi à d'autres enfants qui ne sont pas de la Polynésie de connaître nos coutumes et aussi nos traditions. Et direction Palau, à présent à l'ouest du Pacifique, en Micronésie. C'est là-bas que se tiennent les mini-jeux. Certains athlètes tahitiens y sont déjà. Les délégations de volley, basket et natation ont déjà commencé à s'entraîner. La compétition débutera lundi, mais pour des raisons de logistique, il a fallu scinder la délégation en plusieurs groupes pour le transport aérien. On fait le point sur place avec Maruki Duri. Ali'i à Palau, c'est comme ça que l'on dit bonjour, ici. Après 26 heures de vol, 10 heures de transit, 3 avions différents et quasiment un tour du Pacifique, on est arrivé à Palau, tout comme les premiers athlètes arrivés avant-hier. Je parle des 2 équipes de volleyball, des 2 équipes de basketball 3 contre 3 et du staff médical, environ une 50aine de personnes. 2 autres vagues de la délégation tahitienne doivent arriver demain, une centaine de personnes qui vont donc s'ajouter aux Tahitiens déjà présents. Premières impressions en arrivant à Palau, les conditions de vie sont très modestes, mais les gens sont accueillants. La température est comme en Polynésie, plutôt agréable. Et la téléphonie est assez capricieuse. Il y a un monopole ici, mais on doit s'adapter. Les sites de compétition sont en cours de préparation. La cérémonie d'ouverture est prévue dimanche et les premières compétitions sportives ce lundi. En tout cas, tout va bien pour nos Tahitiens déjà arrivés et pour ceux qui vont arriver demain. Voilà, les compétitions à suivre sur Polynésie la Première jusqu'au 9 juillet, bien sûr. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information principale, c'est l'inquiétude chez les groupes de danse qui préparent le Heiva Plastoata. Une grève pourrait démarrer le 30 juin chez les techniciens si aucun accord n'est trouvé d'ici là. 3 jours avant l'ouverture des soirées de concours, la troupe Hei Tahiti, qui se produira en premier, a déjà commandé ses végétaux et surtout un budget de 11 millions de francs pour son spectacle. L'information locale continue sur notre site internet, à lire notamment le témoignage de cette mère qui a son fils incarcéré aux États-Unis pour trafic d'ice. Plusieurs familles polynésiennes vivent cette situation. À suivre, le téléfilm Poulet grillé, puis la série En boucle, demain soir à cette même place, 18h30 Tawariri, 19h Sulian Favenek. On se quitte sur des images de l'accueil de Kamehameha School de Hawaï et d'une délégation de la tribu Paiwan au conservatoire, à 2 jours de l'arrivée des pirogues à voile hawaïennes. Très belle soirée sur la première. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.